Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir dans ce webinaire qui est donc consacré à la sécurisation des approvisionnements. Je remercie également les intervenants pour leur participation, mais avant de les présenter, je voudrais resituer rapidement le webinaire, l'objet de ce webinaire. Alors, c'est un webinaire qui est organisé par la Fabrique de l'Industrie. La Fabrique de l'Industrie, c'est un laboratoire d'idées qui réalise des études qui visent à éclairer le débat public sur l'industrie en France et dans le monde. Et donc, on travaille sur des sujets assez variés, donc la transition écologique, la question des territoires, la question des compétences dans le secteur industriel et puis les questions autour de la mondialisation. Et le contexte de la crise sanitaire nous a amené à nous interroger sur une question bien spécifique qui est donc celle de la sécurisation des approvisionnements. Et à travers cette question, finalement, c'est celle de la dépendance de notre industrie, de l'industrie française, l'industrie européenne, à la production étrangère et en particulier à la production asiatique, parce que cette crise, elle a mis en évidence, elle a remis sur le devant de la scène ces dépendances, même si elles existaient déjà, on les connaissait déjà, mais malgré tout, cette crise les a mises en lumière. Elle les a mis en lumière au début de la crise sanitaire avec cette pénurie de masques auxquels on a été confrontés, cette pénurie de principes actifs pour les tests PCR qui nous manquaient, cette pénurie également de respirateurs artificiels. Et puis, on a tous en tête ce chiffre des 80% de principes actifs qui sont produits en Chine et en Inde. On a aussi eu une industrie, et notamment dans le secteur électronique, qui a été exposée à des pénuries avant même l'arrivée du virus en France, parce que c'est un secteur qui est très exposé à la Chine. Et puis aujourd'hui, c'est-à-dire au moment du redémarrage de l'économie, là aussi, on se rend compte de nos dépendances, et notamment dans ce secteur dont on parle beaucoup dans les médias, qui est le secteur des semi-conducteurs, puisque là encore, on fait face à des pénuries et qui a notamment impacté le secteur automobile, les constructeurs automobiles qui ont parfois été contraints de mettre à l'arrêt certaines de leurs usines. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on souhaite s'interroger, qui nous apparaît opportun de nous interroger sur cette question des approvisionnements. Donc, c'est ce qu'on va se demander tout au long de cette table ronde. Quelles sont nos vulnérabilités? Comment y faire face? Comment y remédier? Donc, dit autrement, comment sécuriser nos approvisionnements? Et quel est le rôle de chacun des acteurs, donc des institutions au niveau national, au niveau européen, des entreprises, des filières, dans cette stratégie de sécurisation des approvisionnements? Donc, c'est à ces différentes questions que nos intervenants vont répondre et que je remercie encore pour leur participation et donc que je vais présenter. Alors, on a le plaisir d'accueillir monsieur Jean-Luc Di Paola, qui est directeur délégué des affaires publiques et développement durable du groupe Valeo. Madame Nour Kater, qui est co-auteur du livre Comment sécuriser nos approvisionnements stratégiques. Donc, c'est un livre qui a été réalisé dans le cadre de sa formation d'ingénieur du corps des mines et qui a été mis en ligne aujourd'hui sur le site de la Fabrique. Donc, pour ceux qui sont intéressés, vous pourrez aller voir. Et Olivier Lianzi, qui est associé chez PwC et qui a aussi produit une étude sur le sujet en collaboration avec le Conseil national des achats sur les relocalisations des achats stratégiques. Donc, bonjour à tous les trois. Bonjour. Je précise que nous aurons également le témoignage de Bruno Jacquemin, donc, qui est délégué de l'Alliance et des minéraux et métaux, donc de la 3e, et qui est délégué permanent du comité stratégique de filière mines et métallurgie, donc qui viendra nous parler des enjeux et des défis autour de l'approvisionnement des métaux critiques. Donc, ce sera un témoignage qui aura lieu juste avant la session de questions-réponses. Alors, je voudrais commencer avec vous, Olivier Lianzi. Puisque vous avez, comme je le disais, produit une étude avec le Conseil national des achats et qui vous a permis d'identifier, de quantifier nos vulnérabilités. Est-ce que vous pourriez nous dire sur quels critères vous êtes basé pour identifier et quantifier ces vulnérabilités, et puis quelles sont-elles, quelles vulnérabilités vous avez identifiées? Bonjour d'abord à tous et puis merci de cette invitation. Peut-être un petit mot de contexte. L'étude qu'on a faite et que vous mentionnez a été faite au premier semestre 2020 et ce qui est assez impressionnant, voire peut-être vertigineux, c'est de voir que ces questions sur les chaînes d'approvisionnement continuent, je dirais même s'amplifient. Et donc, le premier point, c'est qu'on est passé d'une situation très contextuelle liée à la crise sanitaire, où un certain nombre de pays fermaient, et puis pas toujours
enfin pas en même temps, hein, donc dans des ordres différents. Donc vraiment contextuel, première phase, je dirais, à une situation où la reprise, et donc il crée des tensions sur les chaînes d'approvisionnement, assez classique, normal, à une reprise qui s'est faite de manière un peu dissymétrique entre différentes géographies et entre différents secteurs, et donc qui a donné lieu à d'autres formes de tensions. Hein, et ça, c'est aussi, encore une fois, assez compréhensible. Et puis, quelque part, aujourd'hui, je ne dis pas que le phénomène crise sanitaire est intégré dans nos chaînes de production, mais ça fait quand même un petit moment et on continue à avoir un certain nombre de tensions, de ruptures d'approvisionnement, si on va jusqu'à l'accident industriel. Et je crois qu'il est légitime de s'interroger, comme le fait M. Sobo, le président de France Industrie, de se poser la question, est-ce que d'aspects contextuels liés à la crise sanitaire et la reprise, on n'est pas rentré dans un aspect structurel où on sort de cette crise avec des besoins nouveaux, structurellement déportés sur l'électronique, sur le durable, par exemple, liés à de nouveaux modes de faire, de nouveaux modes de vivre, de nouveaux modes de travailler, et que donc on a peut-être devant nous une marche structurelle à prendre. Donc voilà, à la fois il y a des aspects contextuels et puis il y a un aspect structurel. Je suppose que M. Di Paola Galani nous parlera peut-être du véhicule électrique comme un de ces éléments de changement structurel. Par rapport à ces tensions, il y a plusieurs motifs sur lesquels les entreprises avec lesquelles on travaille réinterrogent leur chaîne d'approvisionnement. Et je voudrais les citer, même si dans votre introduction, vous parlez beaucoup de sécurisation. Il y a des entreprises qui réfléchissent à leur politique de développement durable, et notamment à leur bilan carbone, pour être très clair, et qui réinterrogent à cette sortie de crise leur chaîne d'approvisionnement en prenant ce critère-là comme un critère important, et parfois même peut-être plus important que la simple sécurisation. Alors, c'est combiné, hein, mais ça peut être du même niveau d'importance dans la pondération de cette revue. Et puis, il y a aussi une vague de consommation. Alors, on va peut-être en reparler du Made in France, mais enfin du produire à proximité. Et nous rencontrons aussi des entreprises qui réinterrogent leur chaîne d'approvisionnement pour répondre à ce besoin marketing. Donc, l'interrogation sur les chaînes d'approvisionnement, cette sortie de crise, elle est sécurisation des approvisionnements, la logistique, c'est clair, mais elle est devenue beaucoup plus large. Puis, l'autre élément, avant de rentrer un plus spécifiquement dans le résultat de l'étude et la méthode qu'on a utilisée, c'est qu'il y a plusieurs, si on prend la sécurisation des approvisionnements, on va tous naturellement parler de relocalisation parce que c'est devenu un mot totem qu'on aime bien, mais n'oublions pas en chemin et essayons dans cette table ronde de ne pas oublier que c'est un seul des modes de sécurisation d'une chaîne d'approvisionnement. Pour reprendre d'autres modes classiques, vous pouvez faire un stock de sécurité plus important. C'est ce que tous les États font, par exemple, pour le pétrole, et depuis des décennies. Ou bien vous pouvez diversifier vos sources parce que vous considérez que vous avez trop massifié sur un seul fournisseur, une catégorie. Donc, la relocalisation, c'est important. J'aime beaucoup en parler parce que derrière, il y a réindustrialisation. Mais encore, n'oublions pas que c'est une modalité du sujet. Et quand on parle de relocalisation, d'ailleurs, pour ne pas effrayer ceux qui retournent l'argument en disant « Ah, mais vous êtes des avocats de l'autonomie, on va retomber dans un système fermé ». Non. À la fois l'étude qu'on a faite et une autre étude faite par un autre grand cabinet dit que la sécurisation des chaînes d'approvisionnement sur les secteurs critiques concernerait au maximum 10% de nos importations. Donc, c'est là où on a mis sans doute le curseur un peu trop loin en termes de délocalisation d'approvisionnement, mais il ne s'agit que de déplacer d'un curseur et de ne pas changer un modèle économique ouvert et qui permet d'avoir de la compétitivité. Ça, je pense que c'est aussi un élément d'introduction qui est essentiel. Dans ce contexte-là, effectivement, on a fait une étude. Alors, l'étude, elle a balayé à peu près 70% des importations françaises. Et on a utilisé une méthode qui était à la fois quantitative et qualitative. Quantitative, on a crunché les datas des douanes qui sont publiques, qui sont segmentées par catégorie de produits, par leurs origines. C'est une première approche qui permet d'abord de traiter la donnée disponible, qui a ses limites. D'abord parce qu'une provenance d'un pays ne vous dit pas toujours quelle est la structure des producteurs dans ce pays. Il peut y en avoir un comme il peut y en avoir plusieurs. Il peut y en avoir plusieurs qui sont dépendants entre eux d'un système politique ou bien qui sont complètement indépendants. Et donc, ça vous donne en termes de sécurisation d'approvisionnement des choses très différentes. Et puis, l'autre limite de l'exercice, c'est que les catégories douanières
ont été construites il y a un certain temps, elles évoluent, mais elles ne sont pas toujours en face des besoins des entreprises, des besoins fonctionnels. Voilà. Donc, on a une première lecture qu'on a faite avec les données. Et le deuxième temps, là où on a souhaité raffiner, c'est qu'on a réuni des directeurs d'achat qui ont, sur cette base d'analyse de données, quelles étaient les importations importantes en volume, plutôt monopays, sur des produits qu'on pouvait a priori considérer comme étant critiques. On a demandé aux directeurs d'achat de donner leur point de vue, ce qui nous a permis, je dirais, de revenir dans une réalité de l'entreprise. Les semi-conducteurs dont on a parlé, ce n'est pas une catégorie en tant que telle. Voilà. Donc, un peu difficile à suivre dans les chiffres de douane. Et puis le deuxième point, c'est d'intégrer les stratégies des entreprises. Encore une fois, les chiffres des douanes, comme toutes les données, c'est un regard dans le rétroviseur d'une situation passée avec une grille de lecture pas toujours la plus actualisée, et il fallait se projeter dans l'avenir. Donc, les directeurs des achats nous ont permis de réintégrer des choses, par exemple, qu'on n'avait pas vues. Les services sont très mal cartographiés par les douanes. A réémergé la question des services de cybersécurité. Vous avez parlé tout à l'heure des principes actifs des médicaments. Il faut savoir que sur les services de cybersécurité, nous avons une dépendance avec une autre géographie que celle que vous avez citée, à peu près du même ordre. C'est-à-dire que si demain, il devait y avoir une crise massive de cybersécurité dans le monde, il est probable que nous soyons en carence de services, de prestations pour aider les entreprises françaises à sortir de cette crise-là, parce que les ressources iraient plutôt, je dirais, aux clients qui sont les plus proches de ces fournisseurs et qui sont plutôt nord-américains. Voilà un petit peu. Au total, 58 catégories, 115 milliards d'euros d'importation aujourd'hui. Tout n'est pas relocalisé et c'est là où je dis que l'ordre de grandeur d'une sécurisation bien aboutie, d'une relocalisation bien aboutie, c'est environ 50 milliards d'euros de chiffre d'affaires, soit 10 à 20 milliards de valeur ajoutée en plus dans le PIB français. C'est à la fois beaucoup, mais encore une fois, par rapport aux 450, 500 milliards d'importations qu'on a, on reste dans des ordres de grandeur qui nous font dire que nous ne changeons pas de modèle économique par ce type d'approche. Ce qui explique, selon vous, que d'autres études, et je pense notamment à celle de la DGE ou de Xavier Jarafel et d'Isabelle Méjean, qui arrivent à des résultats assez différents avec une part de produits vulnérables qui est bien moindre selon leur méthodologie. Pour vous, c'est l'intégration, la prise en compte de critères qualitatifs qui vous permet peut-être d'avoir une vision plus large et plus complète Alors, la méthodologie de cette étude est remarquable, mais comme dans toute méthodologie, il y a la méthode et puis les critères qu'on met, les points de seuil qu'on met. Et notamment, il y a un point de seuil dans cette étude qui mériterait débat. C'est celui qui mesure la concentration et à partir du moment où on a une position dominante. Pour le dire un peu, il faudrait rentrer un peu plus techniquement dans le débat. Cette étude prend un critère qui est à 50, alors que la position dominante est considérée comme étant atteinte dans les règles de la concurrence, dans les analyses de concurrence, à partir de 30. Donc, elle a une vision sur à partir de quand un acteur est en position dominante, un fournisseur est en position dominante, qui est sans doute un peu restrictive par rapport à d'autres visions, même de politique publique, et qui mériterait débat. Je pense que c'est un des paramètres sur lesquels peut se faire cette différence. Mais encore une fois, la méthodologie économétrique est remarquable et très, très aboutie. Et les auteurs soulignent eux-mêmes qu'il est difficile aussi de prendre en compte les vulnérabilités indirectes, c'est-à-dire des fournisseurs de rang 2, de rang 3, etc. Alors ça, c'est un écueil méthodologique sur lequel il est très, très difficile, sauf à faire un travail à la main. Je dirais, on arrive à le faire pour des grands acteurs. Je pense, par exemple, on a fait une étude comme ça de rang multiple pour un grand acteur de l'automobile parce que, je dirais, l'insistance de cet opérateur économique était telle qu'il pouvait demander à ses principaux fournisseurs de donner le nom de leur propre fournisseur. Mais vous comprenez que, je dirais, dans le secret des affaires, dans la propriété intellectuelle, dans la manière dont vous voulez préserver votre compétitivité, votre avantage compétitif, votre levier de négociation par rapport à votre client, ce n'est pas une information dont il est facile de disposer dans ce type d'études. D'accord. Jean-Luc Di Paola Galloni, je voudrais vous interroger aussi au sujet du groupe Valeo. Est-ce que vous avez été confronté à des pénuries, des problèmes d'approvisionnement pendant la crise, ou est-ce que vous êtes confronté de façon structurelle à ce type de tension?
Bonjour à tous et je salue Olivier notamment, que je connais un petit peu, avec lequel j'ai eu grand plaisir à travailler ensemble et notamment dans un pays de l'autre côté de la Méditerranée lors d'une mission. Et puis vous et tous ceux qui nous suivent évidemment et les amis à la fois du cercle de l'industrie et de la fabrique de l'industrie. Évidemment, c'est pas du tout un secret, vous ne serez pas étonné par ma réponse. Évidemment, nous avons été impactés par à la fois des ruptures d'approvisionnement, y compris, je dirais, dans la logistique de l'approvisionnement lui-même, puisque vous savez aussi que ça pose des vrais problèmes aussi de coûts. Les transporteurs à l'intérieur du seul continent dans lequel nous sommes et à travers les continents ont posé beaucoup de surcoûts. Évidemment, ce qui est le plus connu, ça a été la recherche notamment de la filière électronique, mais pas uniquement. On a eu beaucoup de sujets liés aux métaux, aux matières premières. Et ceci a évidemment créé une situation inflationniste. Et vous comprenez que pour un équipementier de rang 1, c'est très difficile ensuite de répercuter l'ensemble de ces surcoûts auprès de nos clients constructeurs. Donc, il y a une véritable chaîne de responsabilité sur ce plan-là qui a été très difficile. La seule chose dont on s'enorgueillit, c'est que, en fait, on a réussi à ne jamais arrêter un client pour des raisons de problèmes d'approvisionnement. C'est-à-dire qu'on a vraiment chassé sur la planète entière là où on pouvait trouver ce dont nous avions besoin dans des temps limités pour ne pas arrêter de projet. Et ça, je tiens quand même à le dire pour ceux qui nous suivent, c'est quand même la vertu que n'importe quel fournisseur de rang 1, que ce soit dans mon secteur ou en aéronautique ou ailleurs, lorsque vous êtes capable de satisfaire dans les temps le client, eh bien, c'est la chose la plus importante parce que vous arrivez à maintenir le temps, le timing des projets, de la livraison, et donc que vous n'arrivez pas à ensuite produire ce qui se passe actuellement dans tout ce qui est B2C, où vous savez, dans tout un tas de secteurs qui touchent ensuite les services, on est obligé d'installer des temps d'attente énormes de plusieurs mois, voire d'une année, quand le produit final n'est pas disponible. Donc ça, c'est vraiment une leçon absolument extraordinaire qu'on a apprise durant cette période difficile, et je n'ajoute même pas les problèmes liés à des traversées de frontières quand il fallait physiquement envoyer des personnes, quand les pays, certains étaient vraiment refermés sur eux-mêmes d'un point de vue passage de personnes. Donc, oui, je dirais beaucoup de leçons. En interne, vraiment, la direction des achats ont fait un travail d'approvisionnement et de logistique absolument considérable. Et je dirais que c'est là-dessus que vous avez une amélioration et un apprentissage extraordinaire dans ce genre de temps de crise. Ce que j'aimerais, et peut-être mettre en avant quelque chose que nous avons fait, et ça intéressera beaucoup de gens de la fabrique parce que ça implique beaucoup de nos industries françaises, c'est ce que l'on a fait au tout début de la pandémie, et où justement il y a un lien direct sur cette mobilisation des achats. Valeo avec Air Liquide, PSA de Stellantis, mais à l'époque Stellantis n'était pas encore scellé, et Michelin ont réussi à construire 10 000 respirateurs en 4 mois pour les besoins du gouvernement et les envoyer sur des zones de soins pour le Covid, même dans des hôpitaux, comme vous savez, de tentes sur des terrains, ce qui a été le cas, vous vous souvenez, quand le président Macron était à Mulhouse. Et alors qu'il y a 3 ans, Air Liquide détient, je dirais, le know-how de ces respirateurs, n'en fabriquait que 300 à peu près par an. Donc, l'accélération, la vertu de Valeo,
elle n'est pas du tout dans je dirais, la fabrication, etc. C'était Air Liquide qui savait les faire. Mais nous, on a mobilisé une partie de notre direction achat pour réduire le nombre de fournisseurs, accélérer l'approvisionnement. Et c'est grâce à ça qu'on a pu multiplier le niveau de production. Donc ça, c'est assez intéressant comme exemple parce qu'on l'a fait pour des besoins à la fois, ça a été une commande vraiment qui est arrivée de l'Élysée et qui est passée directement auprès des acteurs industriels. Et c'est une accélération de la production à travers une vertu de simplification des passages d'achat et du nombre de fournisseurs et du suivi logistique. Donc, je dirais que lorsqu'on est dans des situations de pénurie, les solutions qu'on apporte sont également des solutions qui apprennent à être plus compétitifs, à être plus efficaces dans l'augmentation de volume de production et donc d'avoir des capacités de volume plus importantes sans réduire, sans coup férir à la qualité du produit final. Et vous doutez bien que pour un respirateur, c'est clair, il s'agissait qu'il fallait vraiment qu'il fonctionne pour les gens qui étaient en situation gravissime de manque d'oxygène avec le Covid. Oui. Voilà. Et est-ce que vous pensez que ce type de coopération entre grandes entreprises, vous avez, comme vous disiez, mutualisé vos savoirs pour faire face à une pénurie, est-ce que ça pourrait être renouvelé sans qu'il y ait une demande de l'Élysée? Enfin, est-ce que pour faire face à une pénurie, est-ce que ça pourrait être pérennisé, ce type de coopération? Bah, écoutez, c'est effectivement intéressant. Oui, je pense que ça pourrait être le cas dans certains types de mutualisation, à la fois pour certains approvisionnements. Je vais vous répondre autrement, c'est-à-dire que lorsque le commissaire breton actuellement, depuis Bruxelles, souhaite augmenter la capacité de part des puces électroniques construites par les grands acteurs européens. Il n'y a pas que mon secteur qui est favorable, mais il y a évidemment l'aéronautique, il y a également ce qu'on appelle le smart living, c'est-à-dire toutes les applications intelligentes dans l'habitat, les bureaux, la bureautique, les jeux électroniques, hein, ce qu'on appelle en anglais le gaming, qui est une énorme industrie qui a explosé. Les gens regardaient Netflix et jouaient au PlayStation durant le Covid et les différents confinements mondiaux. Donc, ça a été une explosion pour tous. Et évidemment, on ne peut que se réjouir parce qu'aujourd'hui, la part des semi-conducteurs est très nettement inférieure à 10% en Europe de production de puces. Donc, la ramener à quelque chose comme 20%, ce qui est l'ambition de la Commission européenne, on y est tout à fait favorable. Ça accélérerait évidemment un certain nombre d'innovations qui nécessitent énormément d'électronique dans tout un tas de sphères et de secteurs. D'accord. Alors, Nour Kater, comme je disais, vous avez rédigé un ouvrage sur la sécurisation, sur vraiment cette question de la sécurisation des approvisionnements. Et vous avez une approche, je dirais, relativement similaire à celle d'Olivier Lianzi, puisque vous aussi, vous proposez une grille d'analyse qui prend en compte à la fois des critères quantitatifs et qualitatifs pour identifier les facteurs de vulnérabilité. Donc, est-ce que vous pourriez nous parler de cette grille d'analyse et surtout quels facteurs de vulnérabilité vous identifiez à partir de cette grille? Déjà, merci beaucoup pour l'invitation et je suis ravie de participer à cette table ronde. Donc, effectivement, on avait eu l'occasion, le livre qu'on a publié est le fruit en fait d'une étude que j'ai menée avec une camarade de promotion et nous avions eu l'occasion d'échanger à plusieurs reprises avec Monsieur Luandi. Je dirais pas qu'on a la même approche, c'est-à-dire qualitative et quantitative, mais un peu complémentaire dans la mesure où ce qu'expliquait Monsieur Luandi, c'est qu'ils avaient une approche un peu descendante, c'est-à-dire de scanner toutes les importations et d'essayer d'identifier nos dépendances. Alors que nous, ce qu'on essayait de voir, c'était plutôt partir de 3 études de cas dans des secteurs très différents. Une étude de cas plutôt côté médicaments, une étude de cas sur les batteries des véhicules électriques et une étude de cas sur l'aluminium.
Et en faisant ces études de cas, on a pu tirer un peu un certain nombre d'enseignements sur les vulnérabilités, sur les moyens de sécuriser un approvisionnement stratégique. Et ça nous a amené à proposer une matrice d'analyse des vulnérabilités. Donc nous, la démarche, c'est de dire, mais un peu dans la même optique que ce qu'expliquait M. Luanzi, c'est qu'on ne va pas sécuriser l'intégralité de nos approvisionnements. Il y a une première étape qui est la définition des approvisionnements stratégiques, dont on peut parler après. Et après, on analyse ces approvisionnements stratégiques avec deux points en tête. Notre méthodologie a deux enseignements qu'on essaie de bien appliquer. Tout d'abord, premièrement, c'est qu'il faut analyser toute la chaîne de valeur. Il ne faut pas regarder que la matière première ou le produit fini, parce que la vulnérabilité, elle ne se situe pas forcément au niveau de la matière première. Sur les terres rares, par exemple, la Chine ne détient que 40% des réserves, mais à 80% de la production des minerais raffinés, des terres rares raffinées. Et donc, la vulnérabilité, elle est plus située à ce maillon-là, et c'est extrêmement compliqué. Et même les États-Unis qui ont là essayé d'ouvrir une mine historique de terres rares Mountain Pass, est encore dépendant des États-Unis parce qu'ils sont obligés d'exporter leurs minerais bruts aux États-Unis. Donc, premier point d'attention, c'est ça. C'est une grille d'analyse qui analyse tous les maillons de la chaîne de valeur pour voir quel est le maillon le plus critique et cibler le maillon à sécuriser. Le deuxième point, c'est que les facteurs de vulnérabilité, ils sont multiples et on a distingué 3 grands facteurs de vulnérabilité qui, après, orientent aussi sur des solutions qui sont différentes. On partage tout à fait le constat de Olivier Luanzi, la relocalisation en tant que telle n'est pas gage de sécurisation pour tous les approvisionnements. Ça dépend des situations et ça dépend en fait de quel est le type de vulnérabilité sur l'approvisionnement. Peut-être les 3 grandes catégories de facteurs de vulnérabilité qu'on distingue, c'est d'un côté ce qu'on qualifie plus de macroéconomique, sur les marchés qui caractérisent plus le type de marché, la concentration des importations, la concentration géographique. Ensuite, plus des facteurs qui caractérisent le marché en lui-même de type d'analyse d'économie industrielle, c'est-à-dire la concentration des entreprises qui produisent ce maillon ou qui concentrent cette étape de production. Et ça, on s'en rend compte, par exemple, de cette importance sur l'aluminium avec la crise qu'il y a eu en 2018, ce qu'on appelle l'affaire Rusal. C'est en fait, suite à des menaces de sanctions des États-Unis, à cause de mesures d'extraterritorialité, on n'avait potentiellement plus le droit de commercer avec un acteur russe, Rusal. Et là, la France, mais aussi l'Europe, s'est rendu compte que on était extrêmement dépendant de cet acteur, alors qu'initialement, on avait l'impression qu'on diversifiait nos approvisionnements avec des approvisionnements d'aluminium qui venaient de Russie et des approvisionnements d'alumine, donc l'étape juste avant, qui venait d'Irlande. Mais en fait, cette usine d'Ogunich en Irlande était elle-même détenue par cet acteur russe. Donc, c'est pas parce qu'on a des provenances géographiques différentes qu'on est sécurisé. Si ça se trouve, il y a en fait un maillon unique qui se regroupe. Dernier point, catégorie de facteurs de vulnérabilité, qui oriente plus vers les solutions et Monsieur Di Paola a commencé à l'évoquer, c'est les facteurs qui caractérisent en fait le produit et sa substituabilité. C'est-à-dire, est-ce qu'il est stockable? Est-ce qu'on peut facilement le substituer par un autre produit? Est-ce que les capacités de production de ce maillon sont facilement développables en un temps assez rapide ou pas? Et donc, en analysant la chaîne de valeur de tous les maillons et sur tous ces critères, on permet d'identifier des maillons particulièrement vulnérables, critiques, auxquels il faut faire attention si c'est un approvisionnement stratégique et si s'il y a un intérêt à sécuriser cet approvisionnement et qui nous oriente vers un type de solution. D'accord. Et justement, dans votre ouvrage, ce que je trouve intéressant, c'est que vous expliquez qu'un intrant qu'on va considérer comme vulnérable et donc stratégique à l'instant T ne le sera plus forcément demain parce qu'il y aura eu des innovations, mais aussi parce qu'on ne peut pas anticiper des crises diplomatiques comme celle que vous évoquiez à l'instant. Donc, cette liste de vulnérabilité d'intrants vulnérables, elle est évolutive. Et dans ce cas-là, la question qu'on se pose, c'est jusqu'où va la couverture du risque?
donc quel risque on doit couvrir, quel risque d'approvisionnement on doit couvrir. Et là, je fais une transition vers les solutions, parce que je voudrais qu'on aborde maintenant les solutions. Qui s'en charge? Donc là encore, dans votre ouvrage, vous parlez de l'État, vous dites que l'État a un rôle particulier. Donc, est-ce que vous pourriez me dire quel est le rôle de l'État en la matière? Oui, alors nous, la vision qu'on défend dans notre ouvrage et qui ressort un peu aussi des entretiens qu'on a pu faire tout au long de cette étude, c'est selon nous, l'État a un rôle à jouer qui est évident, enfin qui nous semble évident, parce que l'impact d'une rupture d'approvisionnement peut largement dépasser une entreprise et se répercuter sur tout un secteur. Et donc, on a besoin sur certains approvisionnements qu'on jugerait stratégiques d'avoir une intervention de l'État ou en tout cas d'une aide de l'État. Après, nous, ce qu'on dit aussi, c'est avant tout, avant de commencer à sécuriser un quelconque approvisionnement, il faudrait qu'on définisse ce qu'est un approvisionnement stratégique. Et ça, pour l'instant, en tout cas, quand nous, on a mené notre étude, on avait l'impression que il n'y avait pas de définition d'un approvisionnement stratégique, il n'y avait pas un accord entre les ministères, une définition commune de qu'est-ce qu'on considère comme stratégique et qu'est-ce qui ne relève pas, en fait, d'un intérêt stratégique. Et donc ça, ce serait pour nous la première étape et ce à quoi l'État a un rôle à jouer. Et aussi, en fait, c'est très compliqué, enfin c'est facile à dire qu'il faut avoir une définition commune, mais c'est compliqué dans la mesure où ça relève de choix d'arbitrage qui sont finalement assez politiques et on peut pas juste dire on a un taux de dépendance, enfin l'aluminium occupe tant de pourcents de notre industrie, donc il faut forcément sécuriser cet approvisionnement et pas sécuriser un autre approvisionnement qui est moins dépendant. Parce qu'il y a des choix de société qui peuvent être différents et qui relèvent plus d'une légitimité politique, d'un choix de projet de société et pas juste une règle quantitative pure et dure. Donc ça, ce serait une première étape. Ensuite, une fois qu'on a défini ces approvisionnements stratégiques, l'État a un rôle de coordonner un peu les actions, mais en s'appuyant sur les entreprises, puisque pour nous, les entreprises, c'est elles qui sont en première ligne dans la sécurisation des approvisionnements, c'est elles qui sont les premières touchées par une rupture d'approvisionnement. Et en plus, elles ont une connaissance des chaînes d'approvisionnement que ne peut pas avoir l'État. L'État, il connaît les importations de rang 1, mais il ne peut pas remonter toute la chaîne. Et donc, c'est en favorisant le dialogue avec les entreprises qu'on peut essayer d'identifier, de percevoir les vulnérabilités, les chaînes qui se regroupent à certains endroits. Donc, ce qu'on défend, en fait, un peu comme qu'on market sous le terme d'État architecte, c'est un État architecte qui répond à un client, le politique, qui délimite quels sont les approvisionnements stratégiques et qui s'appuie sur des acteurs de première ligne que sont les entreprises. Oui, malgré tout, je dirais que la délimitation des intrants stratégiques, c'est un choix politique, mais qui peut aussi se baser sur une grille d'analyse comme celle que vous proposez. Tout à fait, oui. D'accord, donc je vais poursuivre avec Olivier Luanzi. D'abord, si vous voulez rebondir sur ce qui vient d'être dit, le rôle de l'État dans cette stratégie d'identification de ce qui est stratégique et de ce qui ne l'est pas. Et ensuite, je voudrais aussi vous faire intervenir sur la demande, parce que je sais que pour vous, la demande, c'est un levier essentiel de sécurisation des approvisionnements. Donc, est-ce que vous pouvez nous en parler? Ouais. Alors, je pense qu'il y a plusieurs éléments très importants. Je vais juste, c'est pas rebondir, mais peut-être souligner un certain nombre de propos. Il y a des sécurisations qui sont devenues emblématiques. On pense naturellement aux puces électroniques, mais il y en a plein d'autres. Et dans toutes les chaînes de valeur, dans toutes les filières, il y a des chaînons qui présentent des vulnérabilités. Et il ne faut pas s'arrêter à la filière. Dire la filière auto est stratégique, c'est réducteur. Dans une voiture, il y a des choses sur lesquelles on fera un compromis prix-sécurité parce que c'est le bon compromis. Et d'autres, on fera un autre arbitrage et en se disant, par exemple, sur la batterie, sur l'électronique de puissance demain, on veut avoir une capacité de production à proximité. Donc voilà, il faut qu'on apprenne à être un peu plus fin que la logique de filière et descendre, comme ça a été dit, je démonte ma chaîne de valeur et je regarde. On a fait une étude sur la pharmacie, les résultats sont confidentiels, mais encore une fois, on a trouvé des éléments de vulnérabilité sur des éléments de production qui étaient très en aval de la chaîne de production. Et ça paraît étonnant, mais c'est la réalité. Voilà. Donc, voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième qui me paraît important à évoquer, c'est celui qui a été évoqué de la collaboration entre les entreprises.
Je crois que c'est un élément clé, mais qu'on a du mal à mettre en place encore aujourd'hui. On a fait plusieurs tentatives. Pour le constat, ça a relativement bien marché. Pour les solutions, on a fait une mission pilote pour Bercy pour essayer de voir si on pouvait écrire des lettres d'intention de la part d'un certain nombre d'acheteurs, de donneurs d'ordre, pour que sur une catégorie précise qu'on avait identifiée à l'avance, ils se mettent en mouvement collectivement. C'est-à-dire, ils partagent le constat, ils partagent la solution à aborder, qui encore une fois n'est pas systématiquement la relocalisation. Voilà. Et puis, à partir de ce moment-là, se mettre en mouvement en tant qu'acheteur, et on a rédigé des lettres d'intention en tant que donneur d'ordre, en disant, voilà, sur cette catégorie, moi j'ai tel volume, on cumule les volumes, on est d'accord sur la manière dont notre prestataire, notre fournisseur doit répondre à notre demande pour sécuriser. C'est possible juridiquement, donc on n'est toujours pas très loin des règles de concurrence, c'est toujours difficile, il faut bien prendre des productions, mais ce que cet exercice a démontré dans cette collaboration, c'est qu'elle est juridiquement possible. C'est déjà un bon point, mine de rien. Mais deux, elle n'est pas encore ancrée véritablement dans notre culture de collaboration entre donneurs d'ordre. Et je pense que c'est clé parce que les sécurisations faciles que chacun des acteurs peut faire, c'est en route. On a des gens extrêmement compétents dans les équipes d'approvisionnement, dans les équipes opérationnelles, il n'y a pas de doute. En revanche, on va buter sur un certain nombre de sujets sur lesquels on ne pourra le faire qu'ensemble. Et ce travail ensemble qu'avait évoqué Jean-Luc est encore à construire. On n'a pas encore les réflexes, qui sont la confiance, parler de la même chose. D'ailleurs, un même objet, il peut y avoir plusieurs spécifications, pour prendre le terme un peu technique. Et dans ces cas-là, on ne parle pas vraiment de la même chose. Donc là, il y a un travail à faire. Dernier point de réaction, et en fait, je commence à répondre à votre question. Il y a effectivement deux niveaux. Il y a un niveau, la souveraineté est un sujet d'État. Normalement, mis à part si vous êtes véritablement dans la défense, la souveraineté n'est pas un sujet d'entreprise. La sécurité de ses approvisionnements pour livrer ses clients en temps, en heure et en qualité, comme l'a dit Jean-Luc, évidemment. Donc, il y a quand même un débat qui est un peu à deux étages et il ne faut pas rater ce deux étages. L'État a sans doute un rôle à prendre et il y a des réflexions qui peuvent aller très loin. Je vais juste en illustrer une. Elle est un petit peu provoque dans un monde qui est un monde où le libre-échange a permis de générer beaucoup de valeur ajoutée et beaucoup de richesses. Elle figure dans un document officiel du Haut Commissariat au Plan. C'est de se dire, on a défini des organismes d'importance vitale dont la liste est secrète, mais vous imaginez bien que le réseau d'électricité ou bien certains hôpitaux sont dedans. Parce que si ces organismes-là ne fonctionnent pas, la sécurité du pays est en danger. Et c'est une définition qui dépend du Code des armées, pas du Code du commerce. Et bien de la même façon, on pourrait se dire, et c'est une proposition du commissariat du plan, qu'il y a un certain nombre de services ou de produits qui relèvent de la sécurité nationale. Et à ce titre-là, engager jusqu'à des obligations réglementaires qui ne seront pas 100% de fourniture en France, ça n'aurait pas de sens économique et même peut-être technique, mais engager là-dessus des réflexions sur une sécurisation d'ordre réglementaire sur ces objets. C'est une idée qui est, je dirais, dans l'environnement dans lequel on a vécu depuis quelques dizaines d'années, extrêmement interventionniste, réglementaire, autoritaire d'une certaine façon. Mais ce que je veux mentionner par là, c'est que l'État a un rôle, comme ça a été dit par nous, de définir ce qui est stratégique, et c'est pas simple, c'est multifacteur, c'est pas qu'une analyse des données, ça dépend, comme elle l'a dit, de choix politiques faits sur notre économie ou sur nos priorités, mais il y a un champ sans doute à définir et qu'on peut doter d'outils réglementaires contraignants qui va à l'encontre de la liberté d'entreprendre. Donc, on a toujours cet équilibre-là qui devra rester en tête. Voilà. Il y a cette possibilité-là. Elle est aujourd'hui peu explorée. Soyons réalistes, je la mentionne plutôt de manière rhétorique. Et puis, ce qui avance beaucoup plus, c'est, je pense, aujourd'hui au niveau des entreprises. Avec un constat, c'est que le sujet a émergé, de très belles pratiques de collaboration comme celles que mentionnées par Jean-Luc ont émergé aussi, mais on manque d'outils. Alors, je vais en citer quelques points que j'ai évoqués, que j'ai vu constater d'outils ou de pratiques. En termes de gouvernance des entreprises, le risque d'approvisionnement, et je ne dis pas ça de manière générale, il y a certainement des très très bonnes pratiques, mais quelque chose qui a été un peu négligé par le management, voire par les comités risques. On n'a pas toujours une maturité complète de cette vision du risque, on l'a sous-estimé. C'est-à-dire, quand l'automobile tombe en panne à cause des puces, je dirais,
ils sont tellement excellents, le secteur est emblématique, je veux dire, il y a là cette excellence opérationnelle qui lui est reconnue. Donc, c'est parce qu'on a oublié de le regarder quelque part. C'est un sujet de gouvernance par rapport au risque qui est un premier point et qui, là, se fait plutôt au niveau des grands groupes, je dirais, avec un sujet à remettre sur la table. Le deuxième élément, c'est que quand vous devez prendre une décision et que vous êtes une entreprise, vous devez le faire sur une certaine rationalité. C'est bien de dire que c'est stratégique, mais la réponse, c'est que ça me coûte combien en face? Et il y a des outils qui commencent à exister comme le TCO, Total Cost of Ownership, qui sont pas encore assez développés et quasiment inaccessibles pour des boîtes de taille petite ou moyenne. La méthodologie existe, mais elle demande des études à chaque fois complexes, longues. Elle ne peut pas être branchée sur un acte d'achat normal alors qu'elle le devrait. Donc là, il y a un outillage à développer en quasi automatique, je dirais. Et là-dessus, on est capable, à mon avis, de faire des choses grâce au traitement de la donnée. Il y a vraiment un pain point, appel du pied à des start-upers en devenir pour réfléchir au sujet. Être capable, je dirais, de proposer une première estimation d'un TCO, un Total Cost of Ownership, à des acheteurs dans leur prise de décision et dans leur justification de prise de décision me semblerait clé. Et puis, un troisième point qui manque, et là je m'adresse plutôt aux PMI, les PMI ont en fait une très très faible connaissance même de leurs risques fournisseurs. Un groupe, il a sa cartographie des risques, il ne l'a pas forcément valorisée suffisamment au vu de ce qu'on a connu sur le risque fournisseur, mais les grands groupes ont leur cartographie des risques, ont des outils de cartographie des risques. Les PMI, c'est des choses qu'ils ont un peu de mal à développer parce qu'il n'y a pas l'ingénieur interne. Et encore une fois, la même chose, on peut proposer, là c'est un service qu'on propose sans faire de pub, mais on peut proposer en 15 jours à une PMI d'avoir une cartographie de ses risques fournisseurs. Et ça, c'est un élément de constat de décision qui est très rapide. C'est des produits, que ce soit le TCO ou la cartographie des risques, qui sont devenus économiquement abordables par les entreprises de taille moyenne grâce au digital, il ne faut pas se leurrer. C'est du crunching de données et après, une couche d'experts qui permet d'en avoir une lecture, mais ce n'est pas des études qui sont très coûteuses ou très longues. Voilà quelques outils, à mon avis, sur lesquels on peut réfléchir, mais on voit qu'il y a un axe de progrès qui est assez important. Je voudrais revenir sur le début de votre intervention quand vous parliez de la souveraineté. Vous pensez donc qu'elle se pense d'abord au niveau national. Malgré tout, ma question, c'est est-ce qu'elle se pense toujours au niveau national? Et par exemple, si on rapatrie et comment dire, on constitue des nouvelles unités de production dans certains domaines et que ça se fait de façon dispersée dans les différents pays de l'Union européenne, est-ce qu'on ne risque pas justement de ne pas inciter les industriels à se lancer parce que on n'atteindra pas la taille critique et suffisante pour avoir un retour sur investissement pérenne. Donc, est-ce que… Ça, c'est une excellente question rhétorique sur laquelle j'aurais envie qu'on y réponde un peu pragmatiquement. En fait, le sujet de souveraineté, le terme souveraineté n'existe pas, sauf preuve du contraire, dans les traités européens. Le sujet de la souveraineté n'est pas dans l'acte fondateur de l'Europe et on peut tous imaginer pourquoi, parce que l'Europe s'est construite comme un organe de paix contre des souverainismes, nationalismes qui ont fait la guerre. Donc, ce n'est pas la valeur qui est mise en avant. Et si je le dis sous cet angle très, très, très juridique de dire le mot n'existe pas dans les traités, c'est en fait le principe de souveraineté économique est très peu branché sur nos institutions européennes. Et il va mettre du temps à se conceptualiser et à devenir des outils. Je recommande une lecture très attentive de la stratégie européenne, la stratégie industrielle européenne. Si vous avez à côté de vous quelqu'un qui a travaillé quelques mois ou quelques années à la Commission européenne, il va vous détecter dans ce texte toutes les injonctions contradictoires, les arbitrages dont il a fait l'objet entre les tenants, je dirais, d'un libre-échangisme et ceux qui essayaient de faire émerger une idée de souveraineté économique. C'est évident dans le texte, dans la façon dont il est rédigé, que ce conflit traverse la Commission européenne. Alors, il y a quelques initiatives intéressantes qui existent. On a cité celle sur les puces, on peut citer aussi celle sur les molécules actives de la pharmacie. Mais juste pour prendre ça, le gouvernement, l'administration Biden a mis 100 jours pour faire une liste des molécules actives médicales qu'il voulait voir, dont il voulait sécuriser l'approvisionnement plutôt par du Made in America. Moi, j'ai un peu la crainte qu'on ne mette pas 100 jours, mais 100 mois. Et ce sera beaucoup trop long pour le faire au niveau européen.
Et en tous les cas, le dossier a été lancé, c'est bien, mais on voit que ça avance pas vite. Donc, oui, vous avez raison. La plupart des sujets de sécurisation sont des sujets économiques dont l'échelle de pertinence devrait être l'Europe. Simplement, la gouvernance qu'on en a aujourd'hui n'est pas en mesure immédiatement de répondre à ce besoin pressant. Et c'est pour ça qu'il n'est pas illégitime, et j'utilise cette double négation à dessein, de voir des États s'en emparer. Parce que sinon, ça n'avancera pas assez vite. Et la ligne rouge, qui est un peu rhétorique, mais qui je pense qu'il faut avoir en tête, c'est de se dire, il faut qu'au niveau des grands États membres, notamment, qui sont les moteurs de l'Europe, on soit conscient que si on s'engage là-dedans, il faut mettre en place des outils qui soient fongibles dans des outils européens. Dit autrement, si on faisait un Buy French Act, qui n'est pas autorisé comme tel, qu'on ne pourra pas afficher comme tel à cause des règles européennes, mais qu'on pourrait faire quand même, il faut qu'on ait un codicile derrière. Le jour où il y a un Buy European Act, on débranche le nôtre. Voilà. Mais si on veut réagir dans un temps qui est celui qui nous est demandé par notre économie, qui est celui qui nous est demandé par nos citoyens, on est quand même traversé par des mouvements, sans faire de politique, ce n'est pas le lieu, mais populistes, nationalistes, qui sont très forts de repli sur soi. Si on veut répondre et qui expriment une vraie demande citoyenne, on apprécie ou pas ces idées, si on veut répondre à cette attente-là, nous n'avons pas le temps de réaction qu'ont les institutions européennes. Donc, il faut trouver un relais. Le relais se fera à mon niveau, au niveau des États, en gardant bien en tête qu'il faut que ça se fasse dans un cadre européen. Juste pour le mentionner, et je m'arrête là, les PIEC sont assez intéressants. Vous avez un cadre européen qui autorise à 4 États membres mis ensemble pour déroger aux règles sur les aides d'État. Donc, voilà, on peut le faire, on peut avoir ces mobilisations nationales en fonction des spécificités nationales dans un cadre européen. Ça change un petit peu la logique du marché unique, mais c'est vers ça qu'il faut s'orienter. D'accord. Alors, Jean-Luc Di Paola Galloni, je voudrais vous aussi vous interroger. D'abord, vous demander ce que vous pensez, vous aussi, du rôle de l'État, des pouvoirs publics. Est-ce que les pouvoirs publics ont, selon vous, un rôle à jouer dans ce domaine, notamment pour inciter les entreprises à mieux prendre en compte ces problèmes d'approvisionnement dans leur stratégie? Et puis ensuite, vous nous parliez aussi de la politique d'achat de Valeo, si vous pouvez nous dire si vous prenez en compte dans vos politiques d'achat le caractère critique de certains intrants. Est-ce que c'est véritablement pris en compte maintenant dans les stratégies des entreprises? Alors, je vous ai écouté avec bonheur. Le sujet, quand on rentre dans le cadre d'une entreprise qui est la mienne, c'est qu'on voit comment les choses se passent, je dirais, concrètement. Et moi, j'ai beaucoup apprécié ce qu'a dit Olivier, qui mettait un focus sur, je dirais, la capillarité de là où il faut intervenir, d'être un peu plus fin que simplement raisonner de manière sectorielle. Je suis totalement d'accord avec ça. Et je peux vous donner un exemple sans citer ni les autres sociétés et ni, je dirais, de quoi il s'agit. Mais disons que pour un module, un composant, Olivier m'a demandé justement de parler du véhicule électrique, ben je vais le faire. Pour un module que nous fabriquons, et nous avons 2 autres concurrents européens, tout à fait estimables, en toute compliance, nous avions besoin d'un métal, je ne vais pas le citer, mais les gens vont comprendre, qui est également extrêmement dû par l'aéronautique. Et les producteurs européens de ce métal ne sont pas capables de nous fournir en volume, nous tous, acteurs européens, équipementiers de rang 1, qui produisons ce module pour véhicules électriques et qui est essentiel. À partir de ce constat, on n'avait pas d'autre choix que d'importer ce métal spécial d'ailleurs que d'Europe. Or, la DG Trade, qui n'a écouté que les producteurs de ce métal, a cru bien faire en imposant une surtaxe, je dirais, franchement conséquente, parce qu'elle allait entre 20 et 70% de surcoût, sans regarder l'impact que ça allait avoir. Lorsque notre groupe est allé frapper, le principe de réponse
de la commission, et je reprends exactement, j'illustre ce que disait Olivier. C'est dit, ah ben vous comprenez, je vais vous le dire en français en prononçant le mot français. The Commission doesn't do any saucissonnage. Ben oui, il y a besoin de saucissonner. Parce que le sujet, c'est si vous enlevez un composant clé de ce qui est l'un des objectifs prioritaires du Fit for 55 en matière de véhicules électriques, eh bien, vous allez créer un vrai problème. Je ramène le sujet au niveau national. Vous doutez bien qu'on a impliqué le Trésor et la DGE. Il est très dommage de notre part, je vais le dire très laconiquement et diplomatiquement, la France n'a pas été capable de se positionner. Elle n'est pas la seule. Les grands pays n'ont pas été capables de se positionner. Et heureusement qu'on a mobilisé plus de 14 pays de l'Union pour obtenir une majorité sur 27, qui ont renversé la vapeur et ont demandé une suspension. On a trouvé ça, franchement, très triste, pour ne pas dire autre chose. Et je vais aller très loin, puisque vous m'avez cité mon titre, je suis la personne qui a réalisé pour mon groupe le plan de stratégie de décarbonation. Je sais ce que c'est que les scopes 1, 2 et 3. Je trouve très triste lorsque quelqu'un de la DGE met comme argument, mais vous savez, tel métal importé d'ailleurs de l'Europe, ça fait beaucoup plus en CO2. J'ai dit oui, mais avant de regarder l'aiguille, il faut regarder la poutre. Le fait que nous, on ne puisse plus fabriquer de ces modules et que nos concurrents d'autres pays européens ne puissent pas le faire, est-ce que vous vous êtes posé la question de quelle est la conséquence? Tout simplement que les constructeurs européens vont importer l'ensemble du module ailleurs de l'Europe. Et il n'y aura plus de fabricants européens de ce module. Est-ce que vous voulez comptabiliser l'impact d'équivalence de CO2 de l'ensemble du sous-produit? Donc, c'est exactement à ce niveau-là qu'il faut intervenir et qu'il faut être un peu plus smart et qu'il faut oser appliquer ce qu'il faut appliquer, quitte à rétro-pédaler. Et pardon d'être intellectuellement violent, on peut tous se tromper, la DG Trade et nos services de l'État devraient apprendre à faire amende honorable et à comprendre qu'ils ont fait une mauvaise analyse et rectifier. Et hélas, ce ne fut pas le cas. Mais ils ne sont pas les seuls, et c'est très triste parce qu'un certain nombre de grands pays n'ont pas compris la logique. Et je trouve ça dommage lorsqu'il s'agit d'un cas pareil, d'aller chercher son soutien à Malte, en Lituanie, au Portugal, plutôt que de ne pas l'avoir des grands pays. Mais justement, dans ce contexte, parce que là vous expliquez qu'il y a un mismatch, en même temps la volonté d'aller vers une transition écologique et dans un contexte de lutte contre le changement climatique, et en même temps on n'a pas la ressource à disposition, c'est ça que vous mettez en évidence. On n'a pas les capacités productives suffisantes en Europe qui permettent, et en même temps, de répondre à cette volonté de lutte contre le changement climatique, de la transition vers l'électrique, etc. Est-ce que c'est bien ça que vous essayez de mettre en évidence? On ne peut pas vous demander à la fois... Oui, parce que lorsque un élément est essentiel pour ce que l'on doit faire, et je ne comprends pas vraiment l'intervention du chat de M. Mounier. Il s'avère que la commission a prouvé que certains acteurs faisaient du dumping. Le dumping se poursuit. Non, le sujet, c'est que, par ailleurs, je souhaiterais préciser que sur ce métal, les prix sont... alors, attendez, je vais quand même plus loin. Les directions vente de ces fabricants, on a montré les emails où en gros ils nous disaient écoutez, on n'est pas capable de vous fournir et ça ne nous intéresse pas. On fournit d'autres acteurs sur d'autres secteurs, sur d'autres produits, mais pas vous. Et on n'aura pas les capacités avant telle ou telle année dans le futur. Donc lorsque vous êtes face à cette situation et qu'en plus on en profite pour augmenter les prix, effectivement, on aimerait avoir un État, je suis bien d'accord, architecte et rectificateur de l'architecture. Donc, et pas
simplement, je dirais, ce que nous, on en a déduit, pardon de le dire aussi très clairement, c'est qu'en gros, on a voulu entendre ce son de cloche plutôt qu'un autre. Mais l'analyse n'était vraiment pas objective. On a même eu l'ensemble de nos clients et nos fédérations paritaires se sont mobilisés pour dire mais où est la logique de cette taxe, en sachant, et j'ai oublié de préciser que les acteurs comme nous et nos concurrents importent déjà plus de 85% en Europe de ce dit métal. Ce que l'on demandait, c'était une exception sur 15%. Donc, vous voyez quand même la logique un petit peu critiquable. Mais c'est un exemple, c'est une illustration, mais je pense que souvent, les entreprises sont prises dans ce genre d'étau. Pour rebondir un petit peu sur l'exemple de Jean-Luc, même s'il y a une part de mystère sur le métal, de teasing, je crois que ça illustre une nouvelle, de manière un peu, je dirais, percutante hein, sur un sujet, ça illustre un certain nombre de choses qui sont en train de se passer. La première, c'est que la crise et ce qui se passe après la crise fait que nous rentrons en transition sur beaucoup de choses. Et dans les temps de transition, il faut faire preuve de beaucoup de pragmatisme et plus de pragmatisme que, je dirais, d'idéologie ou de cadre conceptuel. Les cadres conceptuels, c'est super bien pour piloter un État ou une entreprise, je dirais, par temps à peu près calme ou stable. Dans des temps de transition, il faut, je dirais, faire du 4x4 et pas faire Arianespace avec la charge utile tout en haut de la fusée. Voilà. Et ça, c'est une réalité qu'on voit de partout, hein, qu'elle soit dans l'entreprise ou bien dans l'État. Et en l'occurrence, pour reprendre un petit peu ce qu'on disait, travailler par filière, etc., dans l'environnement qu'elle en est, a beaucoup moins de portance qu'elle n'avait pu l'avoir auparavant. Il faut descendre au maillon de la chaîne de valeur, à la catégorie de produits, à l'intrant. Et ça, c'est une démarche intellectuelle qui n'est pas facile à faire pour des gens qui n'ont pas eu à le faire pendant longtemps et qui ont considéré que c'était peut-être pas le bon niveau de leur intervention. Ça, c'est le premier point. Et puis, le deuxième point qui a été souligné par Nour, c'est que la compétence, la connaissance des chaînes d'approvisionnement est maintenant très largement dans les entreprises. L'État, peut-être gaullien, pompidolien, avait une parfaite connaissance dans un monde économique qui était très différent des approvisionnements, parce qu'on était en économie relativement régulée, hein, le prix de la baguette du pain et des choses comme ça, pour aller sur des choses anciennes, mais qui ont été réelles. Aujourd'hui, la connaissance des chaînes d'approvisionnement, la connaissance des technologies, l'évolution des marchés est plus détenue par les entreprises que par l'État. Et donc, si l'État se veut architecte, stratège ou interventionniste dans un sens ou dans un autre, il va bien devoir s'appuyer sur cette connaissance pour arriver à définir les outils de ces finalités. Et cette collaboration-là qu'appelait Nour autour des chaînes de valeur est essentielle. Et pour l'instant, très concrètement, je pense que notre collaboration, notamment grand groupe État, existe, mais elle est loin d'être parfaite et elle n'a pas ce degré d'intimité qui est nécessaire si on veut faire avancer les choses. Je ferai que référence à la déclaration du président de la République, qui était une phrase sur 1h45 lors de la présentation de France 2030, en s'étonnant de l'attitude d'un certain nombre de grands groupes français, qui dénote bien un climat qui n'est pas assez dans l'intimité, dans la complicité. Encore une fois, ça va à l'encontre d'un dogme qui dit on doit séparer l'État de la partie économique, mais encore une fois, dans un monde qui est en transition, qui évolue à toute vitesse, socialement, environnementalement, en termes digital et productif, séparer les rôles est une ségrégation, une rigidité qui est préjudiciable. Merci Olivier Lianzi. Je voudrais faire rebondir, faire intervenir Nour Khater également sur cette question des transitions. Et on sait notamment que les transitions énergétiques et numériques se traduiront par un besoin croissant et une augmentation importante des besoins en métaux. Et on se demande, et notamment là encore dans votre ouvrage, vous faites référence à la stratégie de Tesla qui fait de l'intégration verticale, qui internalise
certaines activités. Donc, est-ce que vous pensez que cette transition et l'augmentation de ces besoins en métaux stratégiques va se traduire de la part des entreprises par une plus grande intégration verticale? Alors, on peut rester sur l'exemple des véhicules, des batteries pour les véhicules électriques. Nous, dans notre étude de cas, ce qu'on voit, c'est que même en 9 mois d'études, il y a eu une évolution des stratégies des acteurs où on voit monter le critère de criticité dans la chaîne d'approvisionnement comme un facteur de décision de plus en plus important pour les entreprises. Au début de notre enquête, quand on contactait certains responsables achats et d'analyse des risques des approvisionnements, ce qu'on nous expliquait, certains constructeurs automobiles, c'est que la mine, c'est pas mon métier, donc je regarde pas ce qui s'y passe. Moi, je discute qu'avec mon fournisseur de rang N-1. Et ces mêmes constructeurs automobiles, quelques mois après, ont annoncé des investissements dans des capacités de production de batteries en Europe, ont annoncé des moyens de sécurisation sur des maillons beaucoup plus en amont même que les cellules de batterie. Et donc, nous, ce qu'on pressent suite aux entretiens, c'est que on va pas revenir on va pas partir à rebours de ce qu'on a vu depuis les années 90, revenir sur des conglomérats qui maîtrisent l'intégralité de la chaîne. Et c'est pas l'objet non plus de ce que fait Tesla. Tesla ne se positionne pas non plus sur tous les maillons. Ce qu'il fait, c'est qu'il analyse toute la chaîne de valeur, voit les vulnérabilités sur chacun des maillons et essaye de sécuriser de s'assurer qu'il a au meilleur prix possible une sécurité d'approvisionnement. Et ça peut se manifester par une internalisation de telle ou telle étape de production, mais aussi par des contrats d'achat long terme. Et donc, il n'y a pas un seul, tout comme on disait tout à l'heure qu'il n'y avait pas un seul moyen de sécuriser, l'entreprise aussi dispose d'un panel de solutions avec des coûts différents et en fonction de l'intérêt du coût de la rupture d'approvisionnement, va opter pour telle ou telle solution. Donc, oui, on va avoir pour nous une augmentation de la prise en compte par les entreprises du critère de criticité des maillons dans leur choix stratégique, mais on ne pense pas qu'on aura de nouveau des entreprises qui vont chercher à maîtriser l'intégralité de la chaîne en termes de maîtriser, c'est-à-dire eux-mêmes de tout faire. Je vous remercie beaucoup. Mais je vous propose maintenant de passer à l'intervention de Bruno Jacquemin qui va justement nous parler de cette question de la dépendance aux métaux stratégiques et qui, je le rappelle, est délégué général de la 3M et du comité stratégique de filière mine et métallurgie. Alors, bonjour Bruno Jacquemin. Bonjour à tous. Bonjour Sonia. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette dépendance, nous faire un diagnostic sur notre dépendance actuelle, sur notre dépendance à venir, et puis surtout, quels sont les leviers de sécurisation de ces métaux? Alors déjà, je vais vous parler, je vais vous préciser de l'endroit d'où je vous parle. Moi, je m'occupe d'une fédération qui s'appelle A3M, Alliance Minerais Métaux Minéraux. Ça représente en fait les sidérurgistes, les métallurgistes sur les métaux classiques, sauf l'aluminium, pour répondre d'avance à une question auquel je ne répondrai pas de la part de monsieur, sur le sujet qu'a exprimé monsieur Jean-Luc Di Paola, mais je pense que cette question sera abordée par mon excellent collègue Cyril Mounier, qui interviendra tout à l'heure, à mon avis, dans le débat. Au-delà de ce sujet, pour revenir finalement sur la problématique que vous pensez, je pense qu'il y a plusieurs points qu'il faut citer. Bien sûr, je vais principalement me focaliser sur les métaux, évidemment, sur les matières premières de l'industrie lourde. En fait, la France, depuis 30 ans, a évacué cette problématique de son imaginaire collectif. Quand vous dites à quelqu'un, quand je dis à quelqu'un que je travaille pour la mine et pour la métallurgie, on me dit « Ah bon, ça existe encore en France ?» Et à ce quoi je réponds « Oui, tu sais, ton téléphone portable, il ne pousse pas dans un arbre. » Donc, je pense qu'on a dissocié l'objet de la matière. Et à un moment donné, il faut retrouver à un moment donné ce sens-là, se rappeler que les produits dont vous êtes environné, les produits qui servent dans votre vie quotidienne, quand vous regardez bien, il y a des métaux partout.
Et la bonne ou la mauvaise nouvelle, en tout cas c'est un fait, c'est que la transition écologique et la transition énergétique va propulser ces besoins en métaux de manière assez impressionnante. On va avoir des besoins en cuivre, on va avoir des besoins en lithium, en cobalt, en nickel, etc. Donc on va avoir effectivement des évolutions de besoins importantes. Rappelons juste pour la forme que dans une batterie d'un véhicule électrique, vous avez 45 kg de lithium, vous avez 7 kg de cobalt et puis vous avez 50 kg de nickel par batterie, par véhicule en moyenne. Donc bon, vous imaginez les proportions et la batterie c'est 40% de la valeur de la voiture. Donc à un moment donné, vous avez une injonction politique européenne qui dit on arrête le véhicule thermique et puis on passe à l'électrique et on veut le faire à telle date et vous avez, vous, les constructeurs automobiles, vous n'avez qu'à vous débrouiller pour le faire. Est-ce que la technologie de la batterie lithium-ion est la technologie ultime pour véhiculer pour motoriser un véhicule électrique? La réponse est certainement non. Est-ce qu'on sait, est-ce qu'on peut garantir que le prix d'achat moyen du véhicule auquel la population sera confrontée demain d'un véhicule électrique sera le même que la moyenne du prix du véhicule aujourd'hui? La réponse est bon courage. Donc on a un contexte étonnant d'évolution souhaitée par la société. Il faut à un moment donné que la société elle soit un peu cohérente avec elle-même et le politique qui a l'objectif, enfin qui a le rôle d'être notre représentant sur ces arbitrages stratégiques, je lui souhaite bien du courage pour être lui-même cohérent dans ces différentes politiques. Parce qu'on veut tout et son contraire, et on veut tout et son contraire et on veut tout de suite. Or sur les sujets sur lesquels on parle, il faut travailler sur le temps long parce que on modifie pas une chaîne de valeur, on modifie pas un fourneau de sidérurgie. Déjà, quand on l'arrête, il faut quelques mois pour le redémarrer, et pour le modifier, il va falloir quelques années, pour ne pas dire plus. Donc, il faut penser temps long. Est-ce qu'on pense temps long dans notre pays? La réponse est non. On pense temps court, on pense horizon électoral, on pense et puis, je dirais, la culture du zapping et des nouvelles technologies fait que dans la société, voilà, on a une attention limitée, on a une mémoire de poisson rouge, et puis on s'intéresse à des petits faits. Donc, qu'en est-il dans le monde par rapport à nos concurrents? Parce que c'est un point qu'il faut quand même citer, c'est que prenons conscience que dans la géopolitique mondiale, sans faire de grands mots, on a des acteurs qu'on a cru être nos amis pendant des années, qui sont les Chinois, pour ne parler que d'eux, mais on pourrait parler de bien d'autres, en considérant qu'ils étaient bien gentils, qu'ils avaient de la chance que nous les considérions comme notre usine, et qu'ils fassent tout ce qui était sale, tout ce qu'on n'avait pas envie de faire, tout ce qui coûtait cher, etc. Donc on a profondément délocalisé l'industrie française. Qui l'a fait? La puissance publique qui n'a pas aidé à maintenir cet emploi, mais aussi l'ensemble des industriels. Les industriels, y compris les constructeurs automobiles, ont été et leurs fournisseurs et leurs sous-traitants ont été bien contents de trouver des prix beaucoup moins chers que ceux que l'industrie française et européenne était capable de leur fournir. Résultat des courses, PIB de l'industrie française a été quasiment divisé par deux en quelques décennies. On n'est plus autonome sur des produits de base. On exporte nos ferrailles à des Turcs alors qui nous renvoient des produits finis dans des conditions d'égalité économique, d'égalité environnementale, qu'on peut interroger, etc. Donc à un moment donné, il y a aussi une question de voir un peu le problème globalement et se rendre compte qu'on a des compétiteurs qui, c'est pas qu'ils nous veulent du mal, c'est qu'ils se veulent du bien à eux. La Chine, quelque part, elle n'a pas envie forcément d'inonder l'Europe de ses produits. Ce qu'elle veut, c'est développer son économie. Aujourd'hui, la Chine, elle a besoin des métaux rares, comme l'a cité Nour, effectivement. Elle a besoin de ses ressources d'abord pour elle-même, parce qu'elle a une économie en développement, parce qu'elle a une population qui augmente, parce qu'elle a des besoins nouveaux de cette population et qu'il faut qu'elle la satisfasse. Donc, du coup, comme elle travaille sur le temps très long depuis longtemps, elle s'est structurée pour ça. Elle a organisé son approvisionnement en terres rares à 40%, sur son sol un peu, sur le sol des autres beaucoup. Elle a développé de la technologie sur l'ensemble de la chaîne de valeur, parce que la chaîne de valeur, c'est j'extrais, je concentre, je raffine, je fais les produits qui vont derrière. Et comme ça, j'ai une chaîne de valeur complexe. C'est une chaîne de valeur, effectivement, elle la maîtrise à 90% ou 80%. Quand on dit qu'elle la maîtrise, c'est qu'elle a des technologies qu'on n'a pas. C'est-à-dire que quand on veut, par exemple, purifier du lithium métal, bon, c'est pas faire en France et en Europe. Il faut s'adresser aux Chinois qui, eux, ont la techno. Donc, il y a un différentiel de technologie par rapport à ça. Et donc, il faut vraiment avoir ça en tête.
sécuriser la ressource, sécuriser les approvisionnements, nous aura eu raison de préciser ça, c'est à la fois sécuriser la ressource, et sécuriser aussi la techno qui permet de la développer. Donc il y a des enjeux effectivement extrêmement importants pour ça. Et puis après, alors sur le rôle, pour essayer de parler un peu de solutions par rapport à tout ça, parce que c'est bien gentil d'évoquer cela, mais pour essayer de parler solutions, on peut regarder déjà si on parle semi-conducteurs. Les semi-conducteurs, pour moi, c'est un phénomène assez intéressant parce que c'est en fait un avant-goût de ce qui nous attend, quoi. Hein, parce que là où on a les semi-conducteurs, demain on aura le magnésium, après-demain on aura le fluor, après-demain on peut en avoir un certain nombre. Donc la question, c'est prendre conscience que l'industrie lourde et l'industrie des matières premières est stratégique ou importante, majeure pour le développement d'un pays. Ça, on l'a oublié, il faut le retrouver. Et l'échelle, elle est française, certes, mais elle est aussi européenne. La France, on fait 1% de l'acier mondial. L'Europe fait 7% de l'acier mondial. La Chine fait 56% de l'acier mondial. Donc, quand vous regardez les tonnages d'acier, c'est intéressant de donner ces quelques chiffres. La France, c'est 14 millions de tonnes, l'Italie 23, l'Allemagne 40. Donc, on est les derniers de la classe en Europe par rapport aux pays équivalents que nous avons en Europe. Donc, on a besoin de retrouver, je dirais, un socle industriel qui nous permettra de relocaliser de l'emploi, d'éviter de l'empreinte carbone, de travailler avec des process industriels maîtrisés et avec des énergies qui seront décarbonées, en espérant qu'on continue à préserver notre énergie décarbonée peut-être de transition, mais que nous avons encore pour quelques années et sur lequel je pense on est en train de prendre conscience qu'elle est indispensable. Je parle du nucléaire. Et donc, on a là effectivement tout un contexte qui fait que on doit aussi prendre conscience que dans notre consommation, les problèmes, on les a externalisés aussi, quoi. On a certes externalisé des coûts de production faibles, mais on a aussi externalisé des coûts, des charges CO2. On a aussi produire des métaux en Europe de manière générale, ça coûte moins en CO2 que de les produire ailleurs. C'est un choix. Voilà, ça ramène de l'emploi, ça ramène une capacité d'innovation, ça ramène des liaisons entre les clients et les fournisseurs. Et je voudrais en fait pointer un peu sur ce qui a été dit, sur la confiance, sur la conscience de filière qui pour moi est importante. Alors vous avez parfaitement raison, hein, sur l'analyse des vulnérabilités, il faut raisonner dans l'arborescence de la chaîne de valeur de manière précise, et ça, c'est un travail qui est complexe à faire. Les filières au sens un peu CNI, métaux d'un côté, automobile, aéronautique, on travaille à cela pour justement, et c'est quelque chose de complexe parce que comme vous l'avez très très bien dit, seules les entreprises le maîtrisent, et quand les patrons ou quand l'état-major ou les experts des filières que nous avons en face de nous, qui sont en général les donneurs d'ordre, réfléchissent à cela, ils n'ont pas forcément en tête les petites problématiques de vulnérabilité du sous-traitant de rang 5 ou 6, parce que son niveau d'expertise se limite, aussi fabuleux soit-il, se limite forcément quelque part. Donc là, c'est vrai que c'est compliqué à regarder ça. Donc effectivement, il y a un vrai sujet de réindustrialisation de ce pays. On plaide pour ça, réindustrialiser ce pays, sous protéger à un moment donné à l'échelle européenne parce que on ne travaille pas avec les mêmes règles que les autres et on est d'une naïveté confondante vis-à-vis de nos partenaires américains, chinois, en imaginant que ceux-ci vont respecter les règles de l'OMC, vont respecter les règles, vont comment dire, payer le coût du carbone et puis respecter les règles environnementales, pas faire travailler les enfants, etc., etc. Enfin, on est d'une naïveté confondante là-dessus. C'est tout à notre honneur, mais on le paye très cher. Et à un moment donné, il faut sans doute travailler sur une préférence européenne, à défaut d'une préférence nationale. Il va falloir peut-être le mettre dans des nouvelles règles de travail que les États peuvent mettre en œuvre ensemble. Et puis surtout prendre conscience que quand on est Valeo, ou quand on est ArcelorMittal, ou quand on est Eramet, ben on est dans le même bateau, quoi. Et que ce qui tue l'un va tuer l'autre demain. Et est-ce que je veux gagner à court terme et tuer mon fournisseur, ou est-ce que je dis bah ce jour-là j'ai un vrai problème, est-ce que tu peux pas m'aider, et puis je vais peut-être perdre un peu, mais tu vas perdre aussi, donc comment on fait pour travailler ensemble en confiance? Et ce dialogue-là, il n'existe pas aujourd'hui. Et à faute à qui?
Nous tous, soyons clairs, on n'est pas les responsables de ça. C'est simplement le monde change. Et ce qui aujourd'hui le driver du plus bas coût à l'échelle internationale, qui était le seul driver des acheteurs, enfin, je parle sous le contrôle de Yeliozi pendant des années, n'existe plus. Enfin, en tout cas, ce driver-là, il faut vraiment le changer. Et là où l'État a dû peu à peu, je dirais, intervenir, c'est influencer sur les règles du marché, influencer sur la main invisible, quelque part, arriver par une fiscalité particulière, par des règles, par des réglementations spécifiques, favoriser effectivement des stratégies d'entreprise qui les pousseront à relocaliser leurs approvisionnements, à développer des discussions clients-fournisseurs différentes. Et le reste, ça dépend aussi beaucoup des entreprises en tant que telles. Et je pense que là, on a un vrai chantier devant nous. Et notre filière à nous, métallurgie, sidérurgie, qui a été trop longtemps absent du débat, un peu timorée sans doute, mais elle en a tellement reçu sur la tête pendant des années qu'elle a du mal elle a du mal à sortir la tête de l'eau, alors que les perspectives qu'elle offre en termes de technologie d'innovation sont exceptionnelles. Imaginez qu'on va faire de l'acier demain avec de l'hydrogène au lieu du charbon, et c'est juste transformer un process industriel qui existe depuis 3000 ans et qu'on va le changer dans les 20 ans à venir. C'est une perspective innovante qui, pour moi, a autant je dirais, attirer autant la jeunesse que de faire le énième site web permettant de commander sa pizza en ligne, quoi. Je pense qu'il y a un sujet d'attractivité des métiers aussi à développer autour de tout ça. Voilà, pardonnez-moi, j'étais un peu long et passionné. Non, c'était très intéressant. Je vous remercie. Est-ce que quelqu'un veut réagir à ce témoignage? Oui, je voudrais dire un mot. Les premiers acteurs de ces sujets-là, ça va être les entreprises. C'est pour ça qu'on a cette tendance en France, on adore ça. Hein. On est j'ose le dire, on est un pays de taille moyenne en termes économiques, 3% du PIB mondial. On est un très grand pays d'histoire politique, philosophique, et de temps en temps, on regarde tous les yeux rivés sur Bercy et sur l'État pour plein de sujets, en attendant d'avoir l'orientation générale. En l'occurrence, au départ, je crois que sur ce sujet-là de sécurisation des chaînes d'approvisionnement, les premiers concernés et les premiers qui ont les outils et la connaissance pour y répondre, c'est les entreprises. Et c'est le premier chaînon qui doit se mettre en route. Et ensuite, une fois que cela sera fait et qu'il y aura un lien, peut-être plus de complicité, que je trouve encore insuffisant, entre l'État et les entreprises, à l'encontre du dogme comme quoi l'État ne doit pas s'occuper d'économie, à ce moment-là, on pourra développer un certain nombre d'outils qu'on a évoqués, très pointus, clés, pragmatiques. Ça, c'est le problème. Le deuxième, mais néanmoins, en réponse à ce qui vient d'être exposé par Bruno, on a parlé de politique industrielle, on a parlé de politique de concurrence, on a parlé de l'échelle européenne. Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé et qui est clé dans le monde à venir, c'est une forme de diplomatie économique. J'ai eu l'occasion de faire des missions en Afrique sur des sujets miniers. J'ai été estomaqué, mais on le sait, quand on le voit, c'est encore plus violent, de la présence des opérateurs chinois. Voilà. Et toute la question est de dire, on est un des pays, alors on n'est peut-être que 3% du PIB, mais on a un pays qui a des positions clés dans un certain nombre d'organismes internationaux. On a une vraie diplomatie mondiale qui est reconnue comme telle. Parmi les questions que l'État, et encore une fois, ça viendra dans un deuxième temps, d'où mon propos liminaire, quand est-ce que l'État acceptera réellement de mettre cette diplomatie au service de nos enjeux économiques, de cette souveraineté économique? Je pense que là, il y a un lieu de réflexion supplémentaire, et notamment sur les sujets d'approvisionnement en matières premières. On ne fera peut-être pas des grands opérateurs miniers dont on aurait pu rêver, mais néanmoins, sécuriser ce type d'approvisionnement peut passer aussi par des exercices de diplomatie, pas seulement d'acteurs économiques. Très bien. Alors, je vais en profiter pour poser les quelques questions que j'ai eues. Donc, on me demande si la réadaptation, la réorganisation des chaînes d'approvisionnement, si tout le monde s'y met, quel impact sur nos exportations? Si tout le monde se met à relocaliser et réorganiser ces chaînes d'approvisionnement. Moi, je peux vous donner le chiffre qu'on a et qui est partagé par un autre grand cabinet. On avait introduit dessus. Hein. C'est toujours difficile de savoir ce qui est stratégique, mais bon, on a fait une étude dessus. Il y a une deuxième étude. 100 milliards d'euros est stratégique,
Si on relocalise la moitié, c'est déjà pas mal en termes de production. Donc, on est à 50 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 10 à 20 milliards de valeur ajoutée. Voilà, c'est à peu près les ordres de grandeur. Et un point clé là-dessus, ce n'est pas la relocalisation peut servir à donner du boulot dans les villes moyennes ou la réindustrialisation, parce qu'on les a quand même rendus un peu exsangues, même beaucoup exsangues, peut nous donner un supplément de souveraineté. Ce n'est pas la solution avec un grand L et un grand S aux questions de chômage de masse. Ça, il faut le réaliser. La réindustrialisation peut nous apporter plein de choses, sans doute aussi sur le développement durable, mais ce n'est pas la clé du plein emploi, en tous les cas, pas aujourd'hui et pas pour demain. Il faut être réaliste sur cette limite-là. D'accord. J'ai une autre question. Peut-on, doit-on concrètement imposer aux entreprises de réaliser une part de leur sourcing en France? Est-ce qu'on doit imposer? Vrai débat. On impose à certaines entreprises des exigences de cybersécurité supplémentaires parce qu'on les considère comme des organismes d'importance vitale, nécessaires à la sécurité du pays. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à se dire qu'un certain nombre d'approvisionnements sont liés à la sécurité du pays et imposer un sujet? Le fait qu'on pose la question, déjà, c'est que ce n'est plus tabou. Ça a été complètement tabou. Voilà. Et aujourd'hui, ça l'est plus. Puis après, quel est le périmètre pertinent? Est-ce que c'est en France ou en Europe en termes d'approvisionnement? Voilà. Oui. Peut-être pour compléter la réponse, je suis tout à fait d'accord avec Olivier, mais même en termes d'exigences réglementaires, on peut avoir d'autres types d'exigences. Par exemple, sur les médicaments, sur certains médicaments, les distributeurs de médicaments, on leur impose d'avoir un niveau de stock de médicaments en France et en Europe. Et en fait, déjà, la relocalisation, enfin, l'origine du fournisseur n'est pas la seule variable pour la sécurisation. Par exemple, on peut avoir d'autres solutions. Le stock peut être aussi une solution. Et en fait, sur cette question, tout dépend en fait de quel approvisionnement on parle et le périmètre. Sur les médicaments, un des enjeux qu'on a pu découvrir, c'est la liste des médicaments d'intérêt thérapeutique majeur qui est censée un peu permettre de prioriser quels sont les médicaments qu'il faut absolument sécuriser et sur lesquels on doit apporter une attention particulière, comporte 4000 références. C'est la moitié des médicaments commercialisés en France. Et donc là, on voit qu'il y a un vrai enjeu aussi de priorisation dans nos actions de sécurisation. Très bien. Je voulais juste ajouter un point, et en réponse, j'ai beaucoup apprécié l'intervention de Bruno, pardon, comme je ne vois plus votre nom de famille. Voilà, d'A3M. Et je partage totalement ce qu'il dit, mais justement, j'ai pris l'exemple d'un autre métal à juste titre, parce que mon entreprise est tout à fait vertueuse. Encore une fois, je répète, on importe 5% de producteurs européens. Et j'ai précisé avant que je tenais compte des scopes. Autrement dit, pour atteindre la neutralité carbone pour toutes les entreprises européennes, évidemment, à peu près, je dirais, ça va varier selon les entreprises, mais ce qu'on appelle le scope 3 amont, upstream, c'est-à-dire qui est relatif à votre chaîne d'approvisionnement, et notamment, par exemple, les métaux. Pour nous, il y a au moins 3 métaux qui vont compter. On se réjouit, évidemment, de travailler au maximum, et je suis d'accord avec ce qu'il a dit, au-delà même d'une démarche de prix. Je veux dire, les acheteurs apprennent à grande vitesse à prendre en compte pas uniquement la demande de pourcentage en moins de réduction année après année, mais également de prendre le footprint carbone, et que, évidemment, les acteurs européens sont infiniment plus vertueux que leurs concurrents extra-européens. Simplement, lorsqu'on n'a pas, pour des toutes petites parties, on n'a pas d'approvisionnement possible avant un certain nombre d'années, il faut se mettre d'accord, s'asseoir à la table et, je dirais, avoir un arbitrage intelligent. D'où ce qui s'est passé, c'est-à-dire que ce n'est pas une interdiction ou une ouverture des vannes
pour cet autre métal en dehors de l'Europe, mais c'est une demande express pour telle analyse. Je reprends les termes que nous défendions et que même sur lesquels nous sommes tous d'accord, c'est-à-dire une révision des filières avec une capillarité d'intelligence. Parce que si on ne peut pas importer exceptionnellement pendant une période limitée tel ou tel approvisionnement, parce que l'Europe est incapable de le fournir, ce serait quand même une bêtise d'empêcher tout ce qui est la chaîne industrielle applicative de faire sa propre production, plutôt que l'ensemble de la chaîne soit faite en dehors de l'Europe. C'est là où il faut, je dirais, arbitrer intelligemment avec un minimum de cohérence. Chose que nous sommes tous d'accord, on n'est pas vraiment capable de faire aujourd'hui. Mais il faut le faire de manière posée et de manière objective. Et pas d'utiliser telle ou telle taxe ou telle disposition pour faire monter les prix. D'accord. Alors, j'ai une autre question. Quelqu'un qui me demande, et quid de l'hétérogénéité entre les pays européens, sociale, environnementale? C'est vrai qu'on parle beaucoup d'harmonisation et c'est toujours pas une réalité en Europe. Donc, comment penser une politique industrielle au niveau européen si il existe encore beaucoup de différences de ce point de vue-là, du point de vue social et environnemental? Alors, je veux bien prendre le point, si vous permettez, parce Oui, bien que sûr. j'aimerais aussi quand même, par rapport à ça, j'aimerais quand même réagir aussi un petit peu clairement au niveau on va dire, d'un certain nombre de grandes entreprises. Le point était quand même particulièrement saisi dans pas mal de pays européens, parce que encore une fois, je veux dire, la réglementation, en tout cas dans les industries relativement aval et qui exigent une grande transformation, franchement, il n'y a pas d'autre chemin que d'être vertueux. Maintenant, là où je suis d'accord, dès qu'on descend dans des tailles plus petites, dans les chaînes d'approvisionnement, il y a une acculturation à faire au niveau des P et ME ou MI dans un certain nombre de pays. Mais il y a des dispositifs. D'une part, nous, on s'engage, enfin, c'est quelque chose à travers la réglementation et à la fois dans ce que vous devez faire en France pour tout un tas de raisons. Le devoir de vigilance qui autorise une commission autosaisie d'aller voir votre fournisseur de rang -5, où qu'il soit ailleurs en Europe ou surtout ailleurs dans le monde, à vérifier que tout se passe bien. Les propres clients finaux également sont en train d'imposer énormément d'exigences sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Et puis, il y a quand même une sensibilisation alors qui est différente selon les types d'acteurs, que ce soit soit les États, où je pense notamment aux actions que fait le Global Compact, qui est une institution onusienne, mais qui a des représentations dans chaque pays et qui fait beaucoup, beaucoup de workshops, d'animations, de webinars, comme le nôtre aujourd'hui, auprès des PME et des PMI, pour les sensibiliser sur toutes les exigences du développement durable, qu'elles soient environnementales, sociétales ou sociales. Donc, je pense quand même que sur l'Europe, en tout cas communautaire, il y a un chemin qui a été entrepris et sur lequel on ne peut pas revenir en arrière. Maintenant, évidemment, selon les secteurs, selon les tailles, il y a des personnes qui sont plus avancées ou d'autres. Mais je vais vous citer par exemple quelque chose. Je suis à la tête au niveau européen d'un certain nombre de programmes sur l'électronique. On a lancé des programmes de recherche sur comment étudier la recyclabilité entre ce que font les semi-conducteurs et nos applications, en sachant que l'électronique va être majeure dans notre secteur, et notamment pour les équipementiers, et que jusqu'à présent, l'ensemble des acteurs industriels de transformation de l'électronique, c'était surtout
pencher sur la neutralité carbone du fonctionnement de leurs usines, de leur approvisionnement, mais moins de la recyclabilité des gaufres, des puces, etc. Pourquoi? Parce que ça faisait des poids en milligrammes, en grammes qui étaient assez petits, et que la proportion d'électronique, si vous la regardez il y a 5-6 ans, dans beaucoup d'applicatifs, elle était minime. Mais lorsqu'elle va croître, le travail de décarbonation de l'électronique va être subéquivalent à celui d'un métal classique sur lequel nous sommes entretenus. Donc, le sujet, c'est qu'on va vraiment prendre ce sujet en main. On n'a pas d'autre choix si on veut être sérieux sur la décarbonation. Donc, de ce point de vue-là, je dirais qu'il y a plutôt, moi j'ai plutôt tendance, je fais partie de ceux qui ont plutôt confiance dans une réglementation à la fois sociale et environnementale dans notre continent, et je dis bien à l'échelle communautaire, qui est suffisamment sévère, suffisamment exigeante pour qu'il y ait un alignement progressif, certes avec des retards et des avances selon les cas. Très bien, je vous remercie pour votre réponse. Alors, j'ai une dernière question avant de conclure pour Bruno Jacquemin. Les industriels sont-ils prêts à investir dans le recyclage des métaux encore peu recyclés en France et en Europe et qui sont traités notamment en Chine? Là, je bondis. Là, je bondis. Les métaux sont recyclables à l'infini, d'abord. C'est-à-dire qu'on a oublié, je parlais d'une filière qui a été un peu sous le boisseau pendant des années, on a oublié de dire que les recycleurs, c'est d'abord les industriels et c'est d'abord nous, les industriels de la métallurgie et de la sidérurgie, puisqu'on recycle on recycle tous les métaux. Après, pour recycler un métal, vous avez un process, vous avez des opérations de collecte, des opérations de tri, des opérations de broyage, de séparation, etc. Et comme vous faites de plus en plus d'alliage, c'est un peu compliqué de développer tout ça. Sur les grands métaux que sont l'acier, l'aluminium, le cuivre, etc., on a des taux très très importants. Nos chaînes de production, les chaînes de production de la plupart des métallurgistes que j'ai sur le territoire national fonctionnent à 80-90% avec de la matière première secondaire, donc avec des produits recyclés. Il faut l'avoir en tête. Et pour une raison toute bête, c'est que l'effort qu'on a dans notre imaginaire collectif, quand on pense recyclage, on pense à ces écotaxes, on pense à ces éco-organismes, on pense à toutes ces campagnes de pub qu'on voit. Pourquoi on a fait ces campagnes de pub? Parce que les déchets qu'on produisait à l'époque n'avaient pas de valeur. Donc on était obligé de suppléer à l'absence de valeur du déchet pour alimenter la pompe. Dans les métaux, ce n'est pas le cas. Essayez de laisser 2 tubes de cuivre dans votre rue pendant une après-midi, vous verrez qu'au bout d'une heure, vous n'en avez plus parce que ça a de la valeur, un tube de cuivre, parce que etc., etc. Donc à partir du moment où la matière première secondaire a une valeur, vous enclenchez un mécanisme économique qui permet effectivement de faciliter sa récupération et sa réincorporation. Indispensable, indispensable pour produire aujourd'hui, encore plus indispensable pour produire demain, parce que notamment pour l'acier, décarboner la sidérurgie, ça passe aussi par utiliser de plus en plus d'aciérie électrique et qui fonctionne exclusivement avec de la ferraille. Ça passe aussi par une augmentation du besoin d'électricité très 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 conséquente. Je rappelle toujours le sujet énergétique parce qu'il est majeur. Envisager la transformation de l'industrie, y compris l'autonomie de l'industrie, sans imaginer le sujet énergétique, c'est un non-sens par rapport à ça. Donc oui, on a aujourd'hui des processus industriels qui existent, on a des PME, des ETI, des grands groupes qui maîtrisent les processus de recyclage de ces métaux. Après, soyons clairs, les petits métaux, le lithium, le cobalt, le nickel, le titane, le tungstène, le manganèse et tout ça, que vous avez partout dans votre téléphone portable et dans une armoire électrique, dans votre machine à laver, dans votre grille-pain, il y en a partout. Ça, c'est plus compliqué à recycler et c'est aujourd'hui, soyons clairs, très mal recyclé parce que ça coûte cher d'aller le chercher, de déconstruire le produit et de le réintégrer dans une chaîne de production. Ça coûte cher par rapport à quoi? Par rapport à une matière première primaire qui arrive d'un certain territoire. Donc, tout est une question de comment est composé le coût de la matière première et à quel endroit on peut mettre éventuellement une fiscalité qui peut permettre de réincorporer, enfin de réajuster les prix. Puis deuxièmement, il y a un intérêt à relocaliser, à recycler un métal si, quand on a recyclé ce métal, on a le client en face qui peut le réutiliser.
Je prends un exemple tout bête, les terres rares dont on parlait tout à l'heure. On a en France une PME, une start-up PME exceptionnelle qui sait recycler les terres rares. À qui elle les vend? À qui elle les vend? Qui fabrique des aimants permanents en Europe et en France? Le marché est chinois, la techno est chinoise, les industriels sont chinois, donc ils vont chinois. Donc c'est formidable, il a la techno, et il attend le client final. Donc c'est ce que disait Nour tout à l'heure. Recycler, si on n'a pas la capacité de remettre la matière première transformée, primaire, dans une chaîne de valeur, eh ben on passe à côté du sujet. Donc on ne peut pas envisager la question de manière verticale. Il faut vraiment l'imaginer en chaîne de valeur. C'est la chaîne de valeur sur l'identification des vulnérabilités et c'est la chaîne de valeur sur la solution. Dans la batterie, c'est simple, hein. Je rebondis sur la diplomatie minière parce que c'est un vrai sujet, ça, et on commence que nous on pousse effectivement à fond pour pousser effectivement nos industriels miniers à aller chercher et avec l'appui de l'État des ressources qui existent à l'étranger, parce qu'on pense aussi qu'elles seront faites dans des conditions environnementales et sociétales meilleures que si c'est des industriels d'un autre pays, rapatrier en Europe le minerai concentré, et à partir de là, développer la chaîne de valeur. Raffinage, si je prends la batterie, raffinage, et puis ensuite on fait des produits pour cathodes, ensuite on fait des cathodes et des anodes, et ensuite on fait des batteries dans les gigafactories. Donc c'est tout ça. Et là, il y a de l'emploi potentiellement à développer. Et là, nos industriels, on a la techno, on a les processus, il y a beaucoup d'innovation, il y a beaucoup d'emplois. C'est des vrais enjeux parce que, notamment en termes de compétences, on a un peu perdu ces dernières années. Parce que nos compétences, elles quittent la France, elles quittent l'Europe pour d'autres pays qui ont pris le sujet à bras-le-corps avant nous, les Américains il y a 4-5 ans, les Chinois il y a 20 ans. Bien, je vous remercie pour cette réponse très complète. Je vous propose d'arrêter là parce qu'il est 37, on a un petit peu dépassé le temps prévu. Donc, je vous remercie encore pour vos interventions qui, j'espère, auront permis à chacun de se faire une idée plus précise de cette question de la sécurisation des approvisionnements. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée.